Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h36 sur studiokalita.com, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue que nous allons débuter par cette fameuse loi dite des recommandations, une loi qui doit interdire aux enquêteurs de la police de publier des recommandations pour ou contre une inculpation à l'issue de leur enquête judiciaire. Cette loi a été votée hier en première lecture par la Knesset. 46 députés ont voté pour, 37 s'y sont opposés. Et on a noté l'absence hier dans l'hémicycle durant ce vote du Premier ministre Binyamin Netanyahou, de la ministre de la Justice Ayelet Shaked, du ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan et du député Likoud Benny Begin qui, je vous le rappelle, avait été exclu la semaine dernière de la commission de l'Intérieur à cause de son refus de faire de cette loi une loi rétroactive qui concerne également justement les enquêtes judiciaires du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Finalement, un compromis a été trouvé sur ce point. La loi sera rétroactive, mais le conseiller juridique du gouvernement pourra lui-même demander à la police de lui fournir ses recommandations et lui-même pourra les rendre publiques. Cependant, les observateurs ainsi que le patron du Yesh Atid, Yair Lapid, estime que cette loi n'a aucune chance d'être validée par la Cour suprême. Chayout attend les deux Doudi, titre ce matin le Mahariv, qui explique que la présidente de la Cour suprême, Esther Chayout, va se charger de faire invalider cette loi initiée par les deux Doudi, David Bitan et David Amsalem, les deux députés Likoud qui sont devenus, on peut dire, les deux personnalités les plus visibles de la classe politique israélienne ces dernières semaines. Le Yediot Aharonot lui titre ce matin à propos de cette loi en un seul mot qui résume sa pensée: c'est une honte. La loi empêchant la police de conclure les enquêtes concernant le Premier ministre a été votée, titre le Yediot Aharonot. Quant à Israël Hayom, il précise ce matin en manchette que le vote de cette loi en seconde et troisième lecture devrait intervenir très rapidement. Yossi Werther dans le Haaretz considère ce vote comme l'un des événements les plus méprisables de l'histoire politique d'Israël. Il qualifie cette loi de loi pour le muselage de la police au service du suspect Netanyahou. Fin de citation. Et il s'insurge en particulier contre le ministre des Finances, Moshe Kahlon, qui prétend être le défenseur du droit et de la justice dans le gouvernement Netanyahou, mais qui hier a opéré, selon lui, un salto, un flic-flac, comme il dit, et une marche arrière après s'être opposé à cette loi dans un premier temps. Il a finalement décidé de voter en sa faveur. Le département des Hadashot, des informations des chaînes 12 et 13, anciennement la seconde chaîne de télévision, a diffusé hier soir, lors de son journal télévisé, une enquête qui pourrait être apparemment très embarrassante pour l'actuel ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon. Danon, qui occupe également les fonctions de président du Likoud mondial, se serait servi, avant d'être nommé à l'ONU, d'une association sioniste pour placer des proches de puissants militants du Likoud en échange dans des fonctions salariées, en échange du soutien électoral de ces derniers lors des primaires pour la composition de la liste électorale du parti. Réagissant à ces accusations, Dani Danon les a catégoriquement démenties. Il a affirmé qu'elles étaient mensongères. Ce qui est sûr, c'est que cette information a été mise en évidence hier soir dans le journal télévisé et qu'elle est depuis répercutée assez massivement sur les principaux sites d'information israéliens. Le Haaretz affirme ce matin que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rédigé et envoyé une lettre, en tout cas il a signé, on va dire, et contresigné une lettre au président de l'État lui demandant de reconsidérer sa décision de ne pas amnistier Elor Azaria. Le journal souligne que plusieurs ministres, dont Avigdor Lieberman, ainsi que de nombreux députés, au total 56 membres de la Knesset, ont joint leur signature à cette lettre de pétition peu courante. Mais selon les observateurs, il est très peu probable que le président de l'État, Reuven Rivlin, donne suite à cette requête. Hier, à la présidence de l'État, on s'est borné à rappeler que le président ne recevait de demande d'amnistie que de la part du coupable lui-même. Sous-entendu, certainement pas de la part du Premier ministre, d'un des ministres ou même de députés de la Knesset. Le Israël Hayom révèle ce matin en première page que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi aurait ces dernières semaines exercé des pressions sur Mahmoud Abbas afin qu'il revienne au plus vite à la table des négociations avec Israël. Motif de ces pressions, al-Sisi serait pressé justement de former un front de pays sunnites pour faire face à la menace iranienne, mais aussi aux organisations terroristes comme celles qui ont commis vendredi dernier le terrible massacre dans une mosquée du nord du Sinaï. D'ailleurs, selon un haut fonctionnaire égyptien, l'attentat de vendredi aurait poussé al-Sisi à accentuer
accentuer ses pressions sur Mahmoud Abbas. Et côté palestinien, on reconnaît, l'on affirme que les pressions en provenance du Caire, mais aussi de Riyad, sont particulièrement fortes au cours des derniers jours. Et en marge, le Israël Hayom souligne la présence actuellement au Caire de la ministre Likoud Ghila Gamliel, qui participe à une convention internationale sur les droits de la femme. Le site Ynet fait état de tensions entre le Hamas et le Fatah, selon le site d'information israélien. Une délégation de responsables des services de sécurité égyptiens s'est rendue hier à Gaza pour tenter d'apaiser ces tensions, un mois et demi après la signature d'un accord de réconciliation entre les deux principales composantes du mouvement palestinien. Il s'avère que la principale pierre d'achoppement reste le dossier délicat de la responsabilité de la sécurité dans la bande de Gaza. Le Hamas se refuse à remettre les armes aux membres de l'autorité palestinienne et il affirme que ces armes sont destinées à lutter, je cite, contre l'ennemi sioniste. Selon le site, les pourparlers entre les deux parties qui se déroulent donc au Caire auraient même failli exploser autour de ce sujet au cours des derniers jours. Lors du dernier week-end, l'un des responsables de l'autorité palestinienne, Hussein Hacher, avait accusé le Hamas de vouloir torpiller cet accord et de n'avoir pas confié la moindre responsabilité à l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Nous n'avons pas reçu même 5% des responsabilités qui devaient être les nôtres selon l'accord de réconciliation, a déclaré Hacher. En réponse, le numéro du Hamas dans la bande de Gaza a réuni une conférence de presse et a accusé hier certains éléments de vouloir se livrer à un coup d'État. On le voit donc, cela commence à ressembler à un nouvel échec dans cette énième tentative de réconcilier les deux frères ennemis du mouvement palestinien. Une bonne nouvelle, le système de défense d'hommes de fer existe désormais dans sa version navale. Il est désormais pleinement opérationnel. Ce système ressemble à celui qui a fait ses preuves, en particulier durant l'opération Bordure Protectrice, et il est installé sur des bateaux de la marine israélienne. Sa mission essentielle sera de protéger les plateformes gazières israéliennes installées au large des côtes israéliennes et qui fournissent, vous le savez, le gaz consommé en Israël et même à l'étranger. Il faut rappeler que depuis que le gaz est devenu l'une des plus importantes sources d'énergie de l'État d'Israël, si ce n'est la plus importante, on redoute que ces plateformes soient les cibles d'attentats et leur sécurité est donc un sujet de préoccupation majeure. Ce système devrait permettre quelque part d'apaiser les appréhensions de certains responsables de la sécurité israélienne. Le Yediot Aharonot consacre ce matin sa dernière page au 70e anniversaire du vote du partage de la Palestine du 29 novembre. Vous pouvez la voir, cette dernière page. C'est en fait la première page de son édition du 30 novembre qui titre, vous le voyez, Médina Ivrite, un État hébreu. 33 nations ont voté pour un État juif, 13 s'y sont opposés et 10 se sont abstenus. C'est donc la une du Yediot Aharonot d'il y a 70 ans, presque jour pour jour. Et le journal revient dans la seconde partie de cette première page historique sur les coulisses et les tractations qui ont conduit à cette décision, les 9 mois de négociations internationales qui ont scellé le sort d'Israël, titre le Yediot Aharonot, donc dans cette première page historique de son édition du 30 novembre de 1947, et le Yediot Aharonot de rappeler enfin que c'est aujourd'hui que se tiendra à l'ONU une reconstitution du vote historique d'il y a 70 ans. Quant au Israël Hayom, il relate l'histoire de Shai Cohen qui a aujourd'hui 83 ans et qui a célébré sa bar mitzvah le jour même du vote de la résolution historique il y a 70 ans. Le Israël Hayom annonce qu'une délégation de quelques 120 étudiants et responsables d'associations estudiantines de 36 pays différents se trouve actuellement en visite en Israël pour une semaine à l'invitation de l'Union des étudiants israéliens. L'objectif avoué de cette visite est de tenter de modifier l'image plutôt négative que les étudiants ont de l'État d'Israël à travers le monde et de tenter de les persuader de s'opposer à toute forme de boycott de l'État hébreu. Tous les sites d'information se font largement l'écho et souvent page d'ouverture de la très violente explosion qui s'est produite hier soir vers 23h au cœur de Jaffa, sur la rue Yefet, qui est l'artère principale de la ville. Apparemment, un ballon de gaz a explosé, provoquant l'affaissement d'une maison, d'un magasin, et entraînant la mort de 3 ou de 4 personnes. Les témoins interrogés par les sites d'information ont fait état d'une explosion assourdissante, puis d'un incendie. Les pompiers ont maîtrisé cet incendie et les policiers enquêtent pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Et puis, pour terminer sur une note plus joyeuse, sachez que la presse israélienne et les médias, ainsi que les sites d'information, semblent se passionner ce matin pour le couple Harry et l'actrice Meghan Markle qui ont annoncé hier leur fiançailles
Versailles, le Yediot Ahronoth parle de la princesse Meghan. Et Michael Mogg, dans le Yediot Ahronoth, constate que celle-ci a 3 ans de plus que le prince Harry, qu'elle est divorcée et même qu'elle est métisse, ce qui prouve, écrit-elle, que le monde, y compris celui des royaumes importants comme la Grande-Bretagne, comme l'Angleterre, a quelque peu progresser. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec notre invité ce matin qui est Dov Maimon, chercheur au JPPI. Nous allons parler avec lui de la tension provoquée par les déclarations de la vice-ministre des Affaires étrangères Tzipi Hotobelli la semaine dernière concernant le judaïsme américain. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.